Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une autre hormone, d'un autre neurotransmetteur. On a déjà parlé de la dopamine, maintenant laissez-moi vous parler de la sérotonine. Donc d'abord, je vais expliquer vite fait ce que c'est la différence entre la sérotonine et la dopamine. La dopamine, on a vu que c'était le plaisir immédiat, et la sérotonine serait plus le bonheur durable, une régulation des humeurs qui permet un sentiment durable de bonheur et de bien-être. Donc, la sérotonine, on a constaté qu'elle était plus présente chez les dirigeants que chez les délinquants. Et ça fait sens. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Et donc pour ça, on va parler des homards. Alors pourquoi? Alors les homards, ils ont un système sérotoninergique qui est similaire au nôtre. Donc ça veut dire qu'on avait un ancêtre commun qui avait ce système sérotoninergique et qui s'est transmis jusqu'à nous. Donc cet ancêtre, il date d'il y a 350 millions d'années. Et donc, si ce système a autant perduré, donc à titre de comparaison, l'extinction des dinosaures, c'était il y a 5 fois moins longtemps que cet ancêtre commun. Donc si ce système a autant perduré, c'est qu'il est forcément profitable à l'espèce, pas forcément à l'individu. Ce système a été sélectionné par la sélection naturelle. Il permet à l'espèce de persister, soit en augmentant les chances de survie, soit en augmentant les chances de reproduction. Et donc comment? En fait, ce système il va permettre de gérer la répartition des ressources et d'éviter de l'agressivité inutile. Mais alors comment ça fonctionne la sérotonine? Donc les homards, ils se logent sous des rochers et ils aiment aussi les déchets comme par exemple les canettes. Ils s'en servent, ils les ramènent, ils jouent avec. C'est pour eux un jouet. Mais comme le nombre de déchets ou le nombre de dessous de rochers est limité, les homards doivent se battre entre eux pour essayer d'avoir le meilleur dessous de rocher ou la meilleure canette, la meilleure boîte de conserve, les meilleurs détritus ou les meilleurs logements entre guillemets, comprenez les dessous de cailloux. Mais alors comment est-ce qu'ils se battent? En fait, ils se battent pas à mort à chaque fois qu'ils veulent un dessous de caillou ou une canette. Une espèce dont les membres se battraient à mort à chaque fois qu'il y aurait un désaccord pour obtenir des ressources, cette espèce a peu de chances de perdurer. Donc on comprend que la sélection naturelle n'ait pas choisi cette option-là. En plus de ça, imaginons que deux homards se battent à mort pour obtenir une canette. Donc ça veut dire que le perdant mourira. Le vainqueur, lui, aura la canette, mais sera probablement blessé suite à la suite du combat. Imaginons qu'un autre homard passe par là, qui voit un homard blessé avec une canette, appelons-le l'opportuniste. Eh bien, cet homard opportuniste aura des chances de tuer le homard vainqueur déjà blessé de son précédent combat pour récupérer la canette. Pour lui, ce sera plus simple, son ennemi est déjà affaibli. Mais ce homard opportuniste n'était peut-être pas meilleur que le vainqueur, le premier homard vainqueur. Ce qui veut dire que le homard qui va survivre et se retrouver avec le plus de ressources ne sera pas le meilleur homard d'un point de vue génétique. Or, si ce n'est pas le meilleur d'un point de vue génétique qui survit, la sélection naturelle ne pourra pas opérer. La sélection naturelle ne fonctionne pas dans ce cas-là. Alors du coup, comment ça fonctionne si les homards ne se battent pas à mort? Eh bien pour ça, les homards vont s'affronter sur différents degrés d'agressivité. En réalité, les hommes font la même chose. Et si chaque niveau d'agressivité ne suffit pas, alors ils iront au niveau d'au-dessus. Donc quels sont ces niveaux? Le premier niveau, c'est qu'ils vont se jeter des sortes de jets sur la face l'un de l'autre, et ces jets permettront de communiquer des informations, comme le poids du homard, la taille du homard, son sexe, son humeur, des choses comme ça. Et cela, ça peut décourager l'un des deux. Si par exemple l'un des deux voit que l'autre est beaucoup plus gros et beaucoup plus énervé, il se dit qu'il n'a aucune chance de gagner, de remporter l'affrontement, et il aura tout intérêt à capituler, laisser la canette à l'autre, plutôt que de se faire tuer dans un affrontement. Donc si on ramène ça aux humains, les humains ils vont s'insulter, ils vont se provoquer, s'insulter, et pareil, si dans un affrontement, l'un semble beaucoup plus énervé, beaucoup plus agressif que l'autre par ses insultes, peut-être qu'un des deux va se dire « Oula, j'ai peu de chances de remporter ce combat, j'ai tout intérêt à laisser l'autre, à m'en aller. » Ça, c'est le premier niveau, le premier degré d'agressivité. Le deuxième, c'est ils se mettent à danser autour pour impressionner l'autre, et parfois ils se foncent dessus pour faire peur à l'autre. Donc là, pareil, ça peut décourager l'un des deux homards. Si quand l'autre semble plus mobile, plus agressif, il fait plus peur, l'un des deux homards pourra se dire « J'ai peu de chances de gagner, il vaudrait mieux que je m'en aille dans mon intérêt. » Et donc si on imagine deux humains qui seraient à ce niveau d'agressivité-là, on pourrait penser qu'ils feraient un tête contre tête, ou alors qu'ils se pousseraient, des choses comme ça.
troisième niveau d'agressivité, il cherche à retourner l'autre homard. Et donc là, pareil, si l'un des deux se fait retourner super facilement, il se dira « Oula, l'autre a l'air beaucoup plus fort que moi, j'ai tout intérêt à le laisser. » Et donc là, pour les humains, on pourrait imaginer qu'ils chercheraient à maîtriser l'autre, donc à lui faire une prise de soumission ou quelque chose comme ça. Ou à peut-être le faire tomber. Et enfin, dernier niveau d'agressivité, ils combattent, et ils cherchent du coup à démembrer l'autre avec leurs pinces. Donc ça, c'est le niveau de résolution le plus dangereux, le plus agressif, et ça peut parfois mener à la mort. Et donc là, on peut imaginer que deux humains se battraient littéralement. Alors vous allez me dire, où est le rapport avec la sérotonine dans tout ça ? Eh bien on y arrive. Parce que quel que soit le niveau d'agressivité, celui qui gagne va voir ses niveaux de sérotonine augmenter, et celui qui perd va les voir baisser. Et une des conséquences de la sérotonine, c'est le fait de se redresser, de se tenir droit, les épaules en arrière, les épaules relâchées. En l'occurrence pour les hommes. Et les homards font la même chose. Ils se redressent, ils prennent plus d'espace. Si on doit prendre un exemple, Conor McGregor, quand il marche en faisant des caisses, et ben là c'est une manière exagérée de montrer comment est-ce qu'on marcherait si nos niveaux de sérotonine étaient super élevés. Mais alors, quelles conséquences ça a de se redresser ? Eh ben, en l'occurrence, ça va exposer davantage ses organes, et ça va, d'une certaine manière, le mettre dans une certaine position de vulnérabilité. Mais qu'est-ce que ça sous-communique ? Ça sous-communique qu'il a suffisamment confiance en ses capacités de pouvoir se battre pour savoir qu'il peut gagner un combat, même contre quelqu'un qui pourrait lui mettre un méchant coup dans un organe vital, sans qu'il ait besoin de se protéger. En somme, ça sous-communique une confiance en soi débordante. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Les femelles sont plus attirées par ce homard vainqueur, qui se tiendra droit, qui écartera ses pinces, que par le homard perdant. Et donc le homard perdant, quelles seront les conséquences ? Alors les conséquences physiques, il va davantage se recroqueviller et il va rabattre sa queue sous lui. Et les conséquences psychologiques, c'est qu'il aura une perte de confiance en lui, il sera plus à fleur de peau, et il aura plus tendance à fuir au moindre signe de danger. Mais alors pourquoi ça ? En fait, s'il perd un combat, il est probable que du coup, il soit plutôt faible, que ce soit un bolos. Donc il est probable qu'à l'avenir, il se refasse bolosser par d'autres homards. Donc pour lui, il vaut mieux qu'il évite le conflit s'il a beaucoup de chances de se faire bolosser. Pour ça, il va perdre confiance, qui sera une manière pour lui d'éviter le conflit. Et pourquoi est-ce qu'il va se recroqueviller ? Parce que en se recroquevillant, il sera prêt à se défendre. Et pourquoi est-ce qu'il fuit au moindre signe de danger ? Parce qu'il n'a aucune chance de gagner, donc pour lui, il vaut mieux qu'il fuit plutôt que d'affronter l'autre homard. Mais du coup, ça a pour conséquence de montrer aux autres homards que c'est une victime. Et du coup, les femelles ne veulent pas de lui. Et donc, si on prend par exemple un homard et qu'on lui file du Prozac, donc le Prozac, c'est un antidépresseur qui va recapturer la sérotonine, qui va donc lui permettre d'avoir des niveaux de sérotonine plus hauts, et on va voir que le homard, il va se redresser, et que si un autre homard vient l'embêter, il sera prêt à lui péter la gueule et à se défendre. Et donc il y a une certaine forme de hiérarchie entre les espèces de homards, entre ceux qui ont beaucoup de sérotonine et ceux qui ont peu de sérotonine, mais aussi entre les êtres humains, ceux qui ont beaucoup de sérotonine et ceux qui ont peu de sérotonine. Pour simplifier, on va appeler ceux qui ont beaucoup de sérotonine les alphas, et ceux qui en ont moins les bêtas. Alors attention, je parle de hiérarchie humaine, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous égaux devant Dieu, ou qu'on n'est pas tous égaux d'un point de vue métaphysique. C'est pas parce que quelqu'un a plus de sérotonine que nous, et que sa vie a plus de valeur. D'ailleurs, petit aparté, le fait que nous soyons tous égaux, ça nous semble logique et naturel, mais il n'y a rien dans la nature qui indique que nous devons l'être. C'est un choix humain, c'est une construction humaine, c'est un choix que nous soyons tous égaux. Je suis d'accord pour dire que c'est bénéfique, je partage ce point de vue, ne vous inquiétez pas, mais sachez que, même si ça nous paraît naturel, et comme si ça a toujours été comme ça, c'est une construction. Il n'y a rien dans la nature qui dit que tous les hommes doivent être égaux entre eux. Donc voilà, on a pu parler d'homards, maintenant, on va passer aux hommes des cavernes, qui sont déjà plus proches que nous. Donc chez les hommes des cavernes, quand on ramène, disons un sanglier, et que tout le monde se rue dessus pour manger, celui qui a le plus de force, il va plus facilement pousser les autres pour aller graille et manger le sanglier en premier. Forcément, celui qui est musclé, il va plus facilement pousser les autres pour aller manger, alors que l'artiste du groupe, ceux qui peignaient sur les grottes et qui nous ont laissé des traces, eux, étant moins musclés, prenaient des coups d'épaule pour manger, ils avaient moins de chances de manger en premier, ils attendaient leur tour pour pouvoir manger. Donc là, on prend l'exemple de la nourriture, mais c'est pareil pour toutes les ressources. Celui qui avait les meilleurs endroits où dormir, le meilleur mobilier, la meilleure du coup nourriture, c'était le mec le plus balèze.
Et c'est aussi lui qui attirait le plus les femelles et qui avait le plus de femelles. Donc là, on peut se dire, l'alpha du groupe a tous les avantages. C'est génial d'être l'alpha, il a accès à toutes les ressources, les femmes veulent le lui, ça n'a que des avantages. Mais il y a des contreparties. C'est-à-dire que si un prédateur vient attaquer le groupe, tout le monde va vouloir que ce soit le mec le plus balèze qui aille défendre le groupe. Certes, l'alpha a accès aux plus de ressources, mais c'est aussi celui qui a la responsabilité du groupe et qui devra défendre le groupe en cas d'attaque. Et ça, on retrouve ça encore aujourd'hui. Par exemple, un parent, on peut être considéré que c'est lui qui dirige l'enfant, mais c'est aussi celui qui a le devoir de protection sur l'enfant. Ça nous paraît normal que les parents aient le plus de ressources, mais ça nous paraît aussi normal que ce soit aux parents de défendre l'enfant. De la même manière, un patron, ça nous paraît normal qu'il ait plus de ressources qu'un employé. Ça nous paraît normal que le supérieur gagne plus d'argent que son employé. Cependant, c'est aussi à lui de prendre les responsabilités. Si par exemple quelqu'un vient dénoncer la boîte, et que le patron dit « c'est de la faute de mon employé », on va tout de suite voir que quelque chose cloche. On va se dire « mec, c'est toi le patron, prends tes responsabilités ». Et donc voilà, il y a une hiérarchie dans les groupes, où les leaders ont l'accès aux plus de ressources, mais ont en contrepartie le devoir de responsabilité du groupe. Bon alors un autre principe, c'est le fait que les gens ont besoin de savoir que celui au-dessus d'eux, donc le leader du groupe, se préoccupe d'eux. Alors pourquoi ? Comme celui au-dessus d'eux, comme le leader du groupe, c'est celui qui défend le groupe, on veut son approbation pour que si un jour on ait besoin d'être défendu, on puisse compter sur lui. De plus, comme c'est lui qui a les ressources, on espère qu'en ayant son approbation, il pourra nous donner une partie de ses ressources, que quand il mangera le sanglier, il nous jettera un os, qu'on aura un bout à graille. Et quand on sait que notre leader est attentif à notre bien-être, on fera plus attention, on fera plus d'efforts pour le satisfaire. Ce qui veut dire que si un manager veut tirer le plus de ses employés, il a tout intérêt à se soucier du bien-être de ses employés. Par exemple, imaginons que Nelson Mandela ait reçu une récompense, disons, de 100 000 euros. Est-ce que quelqu'un va se dire « Oula, mais c'est n'importe quoi, c'est énorme, qu'est-ce que c'est que ce beans ?» Il y a peu de chance. Pourquoi ? Parce qu'il avait à cœur l'intérêt des personnes de son groupe. Il a défendu les gens de son groupe, en l'occurrence les Noirs, et il a endossé la responsabilité de son groupe. Donc d'une part, il a endossé les responsabilités, il est allé en prison pour ses idées. D'autre part, il a défendu les gens de son groupe. Ça fait donc de lui un leader qu'on considère comme étant un bon leader. Et on trouve ça normal que du coup il a accès à des ressources, donc qu'une récompense lui soit décernée. En revanche, quand on voit certains milliardaires aujourd'hui, on peut se dire que leur argent n'est pas forcément mérité, et qu'ils ne soucient pas forcément des petits ouvriers en fin de chaîne qui travaillent des heures pour un salaire de misère. Et eux, ces milliardaires-là, ils nous énervent, parce qu'ils ont accès à des ressources, sans pour autant de se soucier de leur groupe. Ce qui les rend très énervants. Ce sont pour nous des mauvais leaders. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont compris qu'être l'alpha, ce serait quand même bénéfique pour eux. Ça leur permettrait d'avoir plus de ressources, ça plairait plus au sexe opposé aussi. Mais s'ils cherchent à être l'alpha sans pour autant défendre le groupe en cas d'agression, ou s'ils sont pas attentifs au bien-être de chacun des membres, alors le fait qu'ils veuillent être les alphas, ça nous énervera plus qu'autre chose. Et on refusera probablement de les prendre pour leaders. Donc voilà, là on a pris des hiérarchies, ces hiérarchies se basant sur l'agression physique. Comme chez les homards, la hiérarchie se base uniquement sur l'agression physique. Le plus agressif et le plus fort physiquement sera le leader. Cependant, c'est pas pareil partout. Les chimpanzés qui sont beaucoup plus proches de nous, un leader qui le deviendrait en tyrannisant les autres, il y aura beaucoup de chances que plusieurs singes s'allient pour le détrôner. Un leader qui utiliserait la force ne perdurerait pas longtemps, car il se retrouverait face à plusieurs autres singes qui pourraient, par leur alliance, le faire tomber. Alors du coup, comment est-ce que les chimpanzés deviennent leaders ? Eh bien, en se souciant des autres. Ils vont s'enlever des poux dans leurs poils, faire attention aux autres, et les défendre. Et les chimpanzés, en faisant ça, vont rallier des gens, vont gagner en popularité au sein du groupe. Et alors du coup, ils vont rallier des singes qui vont l'aimer, et le chimpanzé qui aura la plus grosse communauté de singes sera le leader du groupe. Le leader est celui qui a la plus grosse communauté et la communauté la plus stable. Et en l'occurrence, c'est un peu pareil chez nous. Par exemple, si on prend un patron de mafia, ce ne sera pas celui le plus fort ou le plus armé. Pourtant, le patron de la mafia, on peut considérer qu'au sein du groupe de la mafia,
c'est le leader, c'est l'alpha. Mais alors pourquoi est-ce que c'est le leader ? Parce qu'il fait régner l'harmonie et parce qu'il se soucie de chacun des membres de la mafia. Donc alors, dans un groupe, plus ta position hiérarchique est élevée, plus tu auras de sérotonine, plus tu auras accès aux ressources, plus tu auras des prétendants et des prétendantes de qualité, plus tu auras de libido, mieux tes émotions seront régulées, plus tu auras tendance à être de bonne humeur, et plus tu auras tendance à te tenir droit. Pour revenir à l'exemple de Conor McGregor, quand il se tient droit et qu'il marche les épaules en arrière, il communique à une partie très ancienne du cerveau de son adversaire qu'il est tellement fort qu'il peut se permettre de se tenir comme ça sans avoir peur de l'autre. Mais l'inverse fonctionne aussi, et c'est là que ça prend tout son sens. C'est-à-dire qu'en se tenant droit, nos niveaux de sérotonine vont augmenter, et avec tous les bienfaits que je viens de vous citer. De la même manière, vous avez probablement remarqué que quand vous êtes heureux, vous souriez, mais si vous vous forcez à sourire, vous allez ressentir une sorte de joie. Eh bien c'est la même chose. Quand vous avez confiance, vous vous tenez droit, mais en vous tenant droit, vous gagnez confiance, car votre cerveau va libérer de la sérotonine. Prendre une position de vainqueur, donc les bras en l'air, comme un victorieux, droit les bras en l'air, ça augmentera nos niveaux de testostérone, de sérotonine, et ça baissera nos niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est le stress. Et même les aveugles, qui ont toujours été aveugles, sans jamais du coup avoir vu quelqu'un gagner, élever les bras, ils auront le réflexe quand ils vont gagner, de lever les bras, de prendre la position des vainqueurs. Qu'est-ce qu'entraîne les niveaux de sérotonine bas ? Ça entraîne de la dépression, voire même des pensées suicidaires. Ça pousse à rechercher des plaisirs instantanés, donc en l'occurrence la dopamine. Ça augmente la sensibilité à la douleur, et ça pousse à ne plus sacrifier son présent pour avoir un meilleur avenir en travaillant, en faisant du sport, en se cultivant, etc. Mais alors pourquoi ? Eh bien, si tu as peu de sérotonine, c'est probablement que tu es un bolos, que tu peux te faire bolos par tout le monde. Et si t'es un bolos, t'as peu de chances de survivre longtemps. Donc pourquoi penser à l'avenir si t'es même pas sûr d'être encore là demain ? T'as tout intérêt à profiter du moment. T'as peu d'intérêt à construire ton avenir, sachant que t'as toutes les chances de mourir avant de voir le fruit de ta construction. Tu vas pas te défaire d'amis toxiques, tu ne vas pas lancer de projet, tu ne vas pas faire de sport, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas te cultiver, etc., etc. Tes niveaux de sérotonine élevés, ça va augmenter les chances que tu fasses des choses bénéfiques pour toi et que du coup des choses positives t'arrivent. Mais en plus de ça, ça va augmenter le plaisir que tu auras en ayant ces choses positives. J'espère vous avoir fait prendre conscience de l'importance de la sérotonine. Et donc pour avoir des hauts niveaux de sérotonine, il faut avoir une position, entre guillemets, une position hiérarchique élevée. De même, il y a toujours les mêmes conseils, les conseils récurrents, l'alimentation, le sport, le sommeil. En l'occurrence, pour l'alimentation, un aliment est très important, c'est la tryptophane, qui permet de sécréter la sérotonine. On le retrouve dans le riz complet, dans les œufs, dans les produits laitiers, les viandes, les poissons. Mangez de tout ça, ça augmentera vos niveaux de sérotonine, et vous serez des leaders. De même, le sport, ça augmente sa synthèse. Donc faites un max de sport, les gars. Allez. J'espère vous avoir appris des choses. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, à une prochaine, pour une prochaine hormone ou n'importe quelle autre vidéo. Je vous remercie.